Bonjour à tous. Avant d'aborder le thème qui vous a incité à cliquer sur la vidéo, je profite de ce moment pour remercier les organisateurs du colloque qui nous offrent la possibilité de poursuivre virtuellement, du reste, nos activités liées à la recherche juridique et qui nous offrent la possibilité de nous exprimer et de débattre sur un thème qui s'inscrit pleinement dans l'actualité. Avant d'expliquer le lien juridique qui unit les réquisitions au coronavirus, il est plus sage de faire quelques précisions terminologiques car on a beaucoup entendu parler du coronavirus, du Covid-19, du nCoV 2019 ou encore du SRAS-CoV-2. Et il est tout à fait normal de finir par faire des amalgames entre eux. Pour les éviter, il faut retenir trois éléments. Le premier élément est le nom de la maladie. Il s'agit du Covid-19. Le second élément à retenir est le nom scientifique du virus. Il s'agit du SRAS-CoV-2. C'est donc lui qui déclenche la maladie dite du Covid-19. Le troisième et dernier élément à retenir est que le SRAS-CoV-2 n'est pas le coronavirus, comme on a pu l'entendre à moult reprises, mais il est l'un des coronavirus, car non, malheureusement, il n'est pas le seul à sévir. Depuis les années 2000, pas moins de quatre types de coronavirus se sont déclarés. Donc le H5N1, puis le SRAS, puis le MERS-CoV et enfin le Covid-19. Alors tous ces coronavirus sont zoonotiques, sont potentiellement mortels et susceptibles d'évoluer en une maladie épidémique. Et pourtant, le Covid-19 est le seul qui a réussi la progression que l'on connaît aujourd'hui. Car jamais la France, on le sait, n'avait été confrontée à une telle crise sanitaire. Les autorités ont tenté et tentent encore de ralentir la progression du virus en adoptant des mesures exceptionnelles. Confinement forcé des Français, proclamation d'un état d'urgence sanitaire. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est historique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que face au déferlement médiatique provoqué par leurs annonces, les vagues de réquisitions massives ont pu passer quasiment inaperçues. Alors, cela est étonnant car nonobstant l'urgence de la situation qui effectivement justifie euh, les vagues de réquisitions massives, il ne faut pas oublier que la réquisition reste un procédé exorbitant de droit commun, considérablement attentatoire aux droits et libertés. Pour le comprendre, encore faut-il savoir ce qu'est que la réquisition. Alors, pour l'expliquer simplement, la réquisition est une opération administrative de dépossession forcée temporaire. C'est-à-dire qu'elle permet aux autorités de s'approprier par la contrainte des biens appartenant à une personne, mais aussi les services de son entreprise, voire de sa personne elle-même. Comme pour la mesure d'expropriation, les individus qui font l'objet d'une mesure de réquisition, que l'on appelle les réquisitionnés, n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se plier à la volonté de la puissance publique en satisfaisant à ses demandes et en lui cédant les biens requis. En revanche, contrairement à la mesure d'expropriation qui peut être mise en œuvre dès lors que l'utilité publique d'une opération est caractérisée, la réquisition est mise en œuvre uniquement lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire en période de guerre, de crise ou de calamité publique, ou lorsqu'il est nécessaire d'assurer la continuité d'un service public gravement en danger. Et depuis l'introduction de l'article L 3131-31-9 du Code de la santé publique, qui est issu de la loi du 24 juillet 2019 relative à la transformation du système de santé, la réquisition peut être mise en œuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Alors, la situation sanitaire exceptionnelle évoquée par cet article correspondrait, toujours selon lui, à, je cite, tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes. Peut-on dire que l'on se trouve dans une telle situation ?
Bon, en réalité, depuis le 20 mars 2020, on n'a plus à se poser la question dans la mesure où les autorités ont proclamé l'état d'urgence sanitaire, ce qui signifie que toutes les réquisitions sanitaires qui vont être réalisées durant cette période seront justifiées au nom de l'intérêt supérieur du pays. Pour ce qui est des biens, quels sont les biens qui peuvent faire l'objet d'une réquisition? Conformément à l'article L 3131-8 du Code de la santé publique, toujours issu de la loi du 24 juillet 2019, en situation de crise sanitaire exceptionnelle peuvent être réquisitionnés les biens suivants: les biens matériels de santé, les biens immobiliers, le personnel soignant, les établissements de santé, ainsi qu'une catégorie fourre-tout, tout service nécessaire permettant d'aider les autorités à mettre fin à la catastrophe sanitaire. Par exemple, en raison d'une concentration de l'épidémie dans la région du Grand Est, le gouvernement a requis la construction d'un hôpital militaire sur Mulhouse, pardon, Grand Est, uniquement à destination des patients qui sont atteints du Covid-19. En raison de son succès, il se pourrait même que le gouvernement requiert la construction d'un autre hôpital, pourquoi pas dans le sud de la France cette fois. Pour un autre exemple de réquisition sanitaire, mais qui n'a pas abouti cette fois, c'est l'exemple qui a été donné par le chef de file des députés de la France Insoumise, qui a demandé au gouvernement de requérir les industries du textile. Pourquoi? Pour faire face tout simplement à la pénurie des matériels de santé destinés aux professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est respirateur, lunettes de protection, blouse, gel hydroalcoolique, masque, etc. Or, certains de ces biens matériels avaient déjà fait l'objet de réquisitions par décret. C'est le cas notamment des masques FFP2 et FFP3 qui ont fait l'objet de réquisitions massives par un décret du 13 mars 2020. Cette réquisition a d'ailleurs suscité de vives critiques, non pas en raison de la mise en œuvre de procédés exorbitants de réquisition, mais en raison de la pénurie qui perdure. Il se pourrait que la chloroquine, molécule qui sert au traitement paludique, fasse également l'objet d'une réquisition prochaine en raison des résultats prometteurs obtenus suite aux essais cliniques qui ont été réalisés sur certains patients atteints du Covid-19. À savoir qu'en Suisse et qu'au Maroc, les réquisitions du traitement antipaludique ont déjà toutes été réalisées. Les exemples de réquisitions sanitaires portant sur des biens immobiliers ne manquent pas non plus, puisque plus de 500 hôtels ont été réquisitionnés pour être transformés en chambres de confinement, d'abord pour l'hébergement d'urgence des personnes SDF, puis pour venir en aide au personnel soignant en leur offrant une chambre qui les rapprocherait de leur lieu de travail. Au 23 mars, on recense plus de 20 000 chambres d'hôtels réquisitionnées pour seconder les hôpitaux et les services sociaux. Il faut dire que si ce chiffre est considérable, dès le début de l'annonce de la pandémie, tous les hôtels avaient annoncé vouloir participer à l'effort national et se mettre au service de la nation. Mais finalement, c'est ça la réquisition, c'est être au service de la nation. Et les expériences passées nous ont montré qu'en période de guerre, la solidarité est décuplée. Alors on le remarque également chaque soir lorsque les confinés se mobilisent à leurs balcons et fenêtres pour acclamer l'accomplissement du travail effectué par les professionnels de la santé. La solidarité est telle aussi que les salariés du secteur privé de la santé, réanimateurs et anesthésistes, ont formé une demande auprès du ministère de la Santé pour demander à être réquisitionnés et afin de venir en aide à leurs confrères situés dans les secteurs publics. Avant le confinement forcé, les volontaires, cet esprit solidaire était un peu moins présent.
On en veut pour preuve que, heu, pour pallier, au manque de volontaires, pas moins de 7 arrêtés en l'espace d'1 mois et demi seulement, avaient été pris en vue de réquisitionner, des réservistes sanitaires qui, seraient chargés d'accueillir, les retours de pays étrangers sur le territoire français. Bien sûr, certains peuvent encore ne pas, se sentir concernés par l'effort national, que ce soit par peur, par désintérêt de l'homme ou pour d'autres raisons, et exercer ce que l'on appelle, communément en jargon, le droit de retrait. Ce droit, codifié à l'article L 4131-1 du Code de la santé publique, offre la possibilité aux travailleurs de se retirer, de ne plus travailler en somme. Mais ce droit, bien sûr, ne peut pas être exercé de manière absolue. Il peut être, mis en œuvre, dès lors que, une situation pourrait amener le travailleur, je cite l'article, «à penser raisonnablement que, qu'il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé». Ce qui nous amène à nous poser la question suivante: un salarié ayant fait valoir son droit de retrait pourrait-il être réquisitionné à l'avenir? A priori, et on pourrait l'affirmer, de manière péremptoire, la réponse est oui. Le droit de réquisition prime sur le droit de retrait. Alors on le sait, on est habitué, le droit de l'intérêt général prime sur le droit de l'intérêt privé. Et qui plus est, le droit de retrait n'est ni, une liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du Code de la justice administrative, ni un droit de valeur constitutionnelle. Une ordonnance, une ordonnance du 27 octobre 2010, par le juge, des référés du Conseil d'État a montré que l'application du droit de grève de valeur constitutionnelle a elle-même échoué, heu, face au droit de réquisition. De plus, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui, date du 23 mars 2020, dresse la liste de toutes, les professions qui peuvent être, dont le droit de retrait pourrait être mis en échec, par l'application du droit de réquisition. Une fois, encore, cette analyse révèle le déséquilibre significatif dans le rapport entretenu entre le droit, des personnes publiques et des personnes privées. Manifestement, non, la réquisition n'est pas au service des libertés. Bien au contraire, il va sans dire que l'idée, d'une dépossession par l'usage de la force est déjà un acte liberticide. Pour éviter, les abus de l'administration, la dépossession résultant d'une opération de réquisition, doit respecter au moins 3 conditions, obligatoires. La première est celle que l'on a évoquée précédemment, à savoir l'urgence de la situation. En effet, le recours à l'opération, de la réquisition va dépendre de la gravité de la crise. C'est-à-dire que plus la crise va être grave, plus le recours aux réquisitions va s'intensifier au détriment des libertés. Lorsque l'état d'urgence est proclamé, les libertés sont davantage malmenées, ce qui est logique puisque l'urgence, est de mettre fin à une situation catastrophique. Donc de la même manière, lorsque l'état d'urgence sanitaire, comme c'est le cas en ce moment, est proclamé, il est logique que le recours aux réquisitions sanitaires soit largement facilité. La seconde condition qui permet d'éviter les abus de l'administration est que les réquisitions doivent être indemnisées, non pas par l'octroi, d'une juste et préalable indemnité au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais au nom du principe de réparation intégrale d'ordre matériel repris par l'article, je le cite, R 2234-1 du Code de la défense. Alors peu importe le code dans lequel, la réquisition est prévue, là, en l'occurrence, il s'agit d'une réquisition sanitaire, donc dans le code de la santé publique. Mais pour la plupart, les textes renvoient au code de la défense pour ce qui est des questions de l'indemnisation.
À titre d'illustration, l'article 2 du titre premier de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a complété le dispositif prévu par l'article L3131-8 du Code de la santé publique par la mention suivante: l'indemnisation des réquisitions est régie par le Code de la défense. La dernière condition qui permet de justifier la légalité de l'opération, il s'agit d'ailleurs de la particularité même de l'opération de réquisition, c'est le caractère temporaire de l'opération. Autrement dit, cela implique qu'une fois la crise passée, les requis devront tout être restitués à leurs propriétaires. Alors, le principe de la dépossession temporaire concerne-t-il tous les biens? La réponse est non. Quid de la restitution des masques réquisitionnés et usés? Mieux encore, comment pourrait-on restituer des médicaments qui ont été avalés par des patients? Dans ce contexte exceptionnel, l'opération s'apparente davantage à une expropriation déguisée qu'à une véritable réquisition. À l'évidence, le dispositif de réquisition permet de contourner l'expropriation ou l'interdiction d'expropriation mobilière résultant de l'article L1 du Code de l'expropriation. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse méditer sur cette question.